Bienvenue sur la chaîne YouTube de Marc Raffard. Aujourd'hui, interview donc, de François Ablé. Bonsoir François, comment vas-tu? Bonsoir Marc, bonsoir tout le monde. Alors, comme je l'ai déjà fait dans le passé pour l'exercice d'interview, je vais te poser quelques questions. Si vous avez des questions, vous, auditeurs de la chaîne YouTube, vous pourrez les poser en commentaire de cette vidéo qui sera postée normalement juste quelques heures après l'interview. Alors François, peut-être que certains te connaissent, peut-être que d'autres ne te connaissent pas. Toi, donc, tu vis au Canada, c'est ça, à Ottawa, je crois. Oui, je suis maintenant à Ottawa. J'étais avant à Kingston, qui est, on va dire, une ville qui est à mi-chemin de Toronto. C'est D'accord. là-bas que j'ai déménagé là-bas en 2016 et j'ai fait 5 ans. J'ai fait 5 ans là-bas. C'est une très belle ville, une ville historique. Ceux qui ont l'habitude de venir en Ontario, je pense qu'ils connaissent parce que c'est une ville quand même qui est très fréquentée. Et maintenant, je suis maintenant en pleine capitale à Ottawa depuis août Super, 2021. Ouais. super, super. Alors j'ai eu la chance, grâce à toi, de voir un petit peu à quoi ça ressemblait en vidéo. C'est vraiment comme aux États-Unis, hein, ça fait vraiment penser aux États-Unis. Alors, Bien sûr. est-ce que tu peux te présenter brièvement, que les auditeurs sachent qui tu es à titre personnel dans un premier temps? Et quel âge Oui, as-tu, où tu vis? Donc ça, on l'a compris, à Ottawa. Quels sont tes hobbies? Voilà, un petit peu, qu'on te connaisse toi, qu'on connaisse la personne. oui. Alors, ben d'abord, dans un premier temps, je vais commencer d'abord par te dire merci. Merci de me recevoir sur ta chaîne YouTube. Je salue tous nos auditeurs, tous ceux qui écoutent et qui aiment ton travail. Moi, personnellement, je suis un fan de ce que tu fais, donc ça ne sera jamais assez de te dire merci. Alors, moi, mon nom à l'état civil, c'est François Ablé. Pour beaucoup de gens sur la toile me connaissent sous le sobriquet de Jordan Belfort, sur TradingView et sur aussi Twitter. Je n'étais pas très actif durant ces derniers mois, c'est sûr, mais pour ceux qui avaient l'habitude de me lire un peu, ils me connaissent. Alors, je suis d'origine Ah, ah, ivoirienne. Hein, alors, je fais une petite parenthèse. Donc, ton pseudo, hein, sur les réseaux sociaux, Jordan Belfort, donc en référence au John au loup de Wall Street, c'est ça? Oui, c'est un surnom un peu provocateur. Bon, moi, je me suis fait appeler Frank Belfort, mais ouais, Jordan Belfort en référence. Mais D'accord, oui, c'est pour dégraisser un peu. Mais c'est mon d'accord. surnom que j'ai pris, le pseudo. Mais voilà, en réalité, c'est moi, François Ablé. D'accord. Et comme je disais tout à l'heure, c'est que je suis d'origine de la Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, et je suis au Canada depuis maintenant une quinzaine d'années. Je suis arrivé ici D'accord. en 2006. J'ai fait mes études dans un premier temps à Montréal, où j'ai passé 9 ans de ma vie. À Montréal, j'ai quitté Montréal en avril 2016. Et je suis arrivé ici aux environs de mai, voilà, début mai 2016 à Kingston, en Ontario, où j'ai commencé une nouvelle vie. Alors, pour Et ceux qui connaissent pas le Canada, donc toi, tu es arrivé à Montréal, donc au Québec, où au Québec, voilà, on parle ouais, français, on parle français. partie C'est francophone bilingue, mais c'est majoritairement français, oui. majoritairement français. Et après avoir fini tes études, tu es parti dans le Ontario, où c'est plutôt anglophone. Là, c'est le Canada anglophone. Oui, oui, parce que le Canada est un pays qui traverse deux langues, qui connaît deux langues officielles. Généralement, si vous regardez la cartographie canadienne, à l'ouest ou dans le Grand Ouest, on parle généralement plus anglais. Et dans le Grand Est, on parle généralement français. Et D'accord. c'est comme ça dans les villes aussi. Si vous venez au Canada, à Montréal, dans l'Est, c'est plus ou moins majoritairement francophone. Et si vous allez dans l'Ouest de Montréal, c'est majoritairement anglophone. Ah, OK? d'accord, c'est amusant. Donc, même dans la ville de Montréal, dans le pays du Canada, il y a cette scission Est-Ouest, et même dans la ville même de Montréal, il y a cette scission Est-Ouest. C'est amusant, je ne savais Tout pas, à tu vois. fait. Parce que originellement, la morale de cette histoire, c'est que la plupart des anglo-saxons étaient des commerçants et eux, ils D'accord. résidaient dans l'Ouest.
D'accord. Et si ceux qui viennent à Montréal le savent, vous allez voir que les beaux quartiers de Montréal sont souvent à l'ouest. Et D'accord. l'est, c'est plus usinier, voilà. C'est l'argent, hein, L'ouest, c'est c'est les toujours riche. commerçants. Je ne sais pas pourquoi cette sélection naturelle, mais même aux États-Unis, c'est comme ça aussi. C'est à l'ouest que vous retrouvez Los Angeles, C'est vrai, c'est vrai. Californie et tout ça. C'est là-bas où il y a, il y a souvent l'argent, si on peut dire. Et dans l'Est, c'est plus ou moins, bon, disons, la population est plus concentrée et il y a plus, voilà, plus d'immigration aussi. C'est le cas aussi en Europe, hein. On a l'Europe de l'Ouest où il y a les pays riches et l'Europe de l'Est où c'est plus C'est ça. les pays C'est comme pauvres, ça. on va dire. Ce sont Ok, des... bon, bah écoute, c'est un constat amusant. Alors juste, donc, quel âge tu as? Donc, tu es arrivé il y Bon, a 15 ans au Canada. oui, Quel âge tu donc, as maintenant? voilà, j'ai 33 ans, voilà, D'accord. et je Euh, suis donc, voilà, je suis plus jeune plus jeune que j'en allais parce que souvent, les gens pensent que je suis un peu âgé à cause, bon, peut-être à cause de ma maturité aussi. Je suis un peu plus précoce, mais j'ai Donc, t'es 33 ans. posé, t'es posé, ça se voit. Alors, et juste pour finir, pour conclure sur ta vie personnelle, donc on a bien compris ton Mhm. parcours personnel, donc félicitations. Moi, pour information, je fais une petite parenthèse, ça a toujours été mon rêve hein, d'aller vivre au Canada. J'ai jamais Oui. encore franchi le pas, parce que j'en ai pas encore eu l'opportunité, mais peut-être qu'un jour, si tout se passe bien, je partirai. Immigrer au Canada. On ne sait pas, Ouais. on verra. Pour le moment, Tu je suis es en en tout cas Canada. le bienvenu, hein? Alors, quels sont tes C'est- hobbies quels sont tes hobbies qu'est-ce que tu fais pour occuper ton temps libre? On Bien parlera sûr. juste après du trading, mais bon, on a tous une vie personnelle Oui, bien et sûr, c'est c'est intéressant important de. que les gens, voilà, que les gens sachent un peu que je suis. Et bon, comme tu as dit, les hobbies, bon, au-delà d'être un père de famille, parce que Ah, j'ai 3 enfants, ça c'est une euh, occupation déjà quasiment à temps plein, voilà, hein. ça, C'est plus qu'un c'était déjà hobby, pas hein. mal. Et bon, comme la plupart d'entre vous aussi, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup m'informer, c'est important, surtout pour notre métier, il faut toujours être au parfum. J'aime beaucoup aussi les jeux vidéo parce que voilà, je suis un amateur de jeux vidéo. Peut-être même que dans une ancienne vie, j'aurais peut-être pu devenir un joueur professionnel de jeux vidéo parce qu'à l'époque, pour la petite anecdote, quand j'étais petit, j'avais participé à des tours, je participais à des tournois de jeux vidéo en Côte d'Ivoire qui étaient organisés, je crois, par Nido. Je ne sais pas si vous connaissez Nido. Ceux qui font le lait en poudre, là, le lait. D'accord. Voilà, ils participaient à des concours et j'ai participé et j'ai eu un moment où j'avais été présélectionné pour aller jouer en Europe. À l'époque, c'était le jeu qui faisait fureur, ça s'appelait Winning Eleven. C'était un jeu de football qui était D'accord. avant, qu'on appelait ISS Pro. Bon, ça a évolué. Aujourd'hui, c'est devenu Pro Evolution Soccer. C'était un jeu de Konami. Et j'étais quand même intraitable là-dessus. Mais je n'avais pas l'âge légal de voyager. J'avais à peine 15 ans. Et mon père n'a pas voulu m'accompagner en France pour aller jouer, pour être dans la délégation de la Côte d'Ivoire D'accord. pour jouer à ce jeu-là. Donc, Donc, si je du coup, comprends bien, trader, père et gamer. C'est quand même. bon, je ne suis pas gamer. Je joue quand j'ai un peu de temps libre. D'accord, je Mais sais. avant, ça prenait beaucoup. D'accord. Ça Alors, m'a affecté mes moyens à un moment parce que je n'étais plus concentré. mais Je jouais je beaucoup. pense- Les jeux de combat, les jeux de sport, c'était mon dada. je suis passé par là aussi. J'ai eu une période pendant laquelle les jeux vidéo prenaient beaucoup de temps dans ma vie. Maintenant, aujourd'hui, bon, moi, comme toi, en fait, un petit peu, je joue aux jeux vidéo pour me détendre, C'est mais ça. ça reste accessoire. Alors, on va passer dans le vif du sujet au Oui. niveau du trading. Donc, toi, quel est ton parcours dans le trading? Quelles sont les formations que tu as suivies pour avoir ton expertise aujourd'hui dans le trading. Quelles ont été tes expériences pro dans ce domaine-là? Je te laisse la parole. Oui, alors, j'ai d'abord, comme enfin, le profil typique de trader, c'est-à-dire j'ai fait des études en économie. Bon, il y en a beaucoup qui font des études en ingénierie financière, en finance des marchés. En France, c'est beaucoup très spécialisé. Ici, on est plus un peu général. On n'a pas de programme de finance des marchés comme en France.
ou en Europe. D'accord. Mais ici, la plupart des traders, soit ils font ingénierie financière, ou soit ils font économie, comme moi j'ai fait, ou bien soit ils font juste des études classiques en finance. Et puis, à la maîtrise, ils se spécialisent. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une licence en économie où j'ai étudié les marchés financiers. Mon profil était beaucoup accentué sur vraiment la bourse. Et en 2000, donc j'ai fait de 2007 à 2010-2011, j'ai fini ma licence. Je suis rentré dans le DSS 2 ans plus tard, où j'ai fait le DSS en finance immobilière. Et honnêtement, je n'étais pas pressenti pour devenir trader parce que c'était juste, j'entendais parler de ça, la finance, la bourse. Bon, je l'ai étudié, l'aspect théorique, l'aspect empirique. Donc, on faisait vraiment des études statistiques, économétriques sur l'évolution des actions, des options, des choses comme ça. J'ai étudié le modèle de Black Scholes, voilà, le Pricing Model of Option, ce qui a fait d'eux, qui sont devenus des Nobel en 90. Donc, tous ces modèles-là, j'ai étudié les théories de Eugène Fama aussi, qui est une référence dans le domaine financier. Donc, quand j'ai fini ça, je suis allé faire mon 2SS en finance immobilière. Et mon professeur d'immobilier à l'époque, il m'a dit, mais je ne pense pas que ça soit une bonne idée pour toi de faire l'immobilier parce que quand je discute avec toi, tu as toujours un peu ce penchant-là de prévision, d'économie, de bourse. Et ce serait peut-être mieux que tu te diriges vers ça. Et c'était pour la première fois que j'entendais vraiment le mot de trader parce que c'est lui qui m'a dit que tu devrais t'intéresser au marché financier parce que moi, je voulais devenir à l'époque, et je me rappelle bien, évaluateur de propriété. D'accord. C'est-à-dire, D'accord. je voulais rentrer dans cette nouvelle phase parce que le métier d'évaluation de propriété ou de biens de propriété ou bien d'évaluation municipale est beaucoup développé ici au Canada. Il se développe beaucoup D'accord. et on utilise beaucoup des méthodes statistiques, des méthodes économétriques qui rendent un peu scientifique ce domaine-là. Donc, je voulais l'expérimenter. C'était un tout nouveau programme qui venait d'ouvrir. Et lorsque je suis rentré là-dedans, on m'a dit carrément que voilà, ça serait difficile pour toi de te positionner là parce que c'est un domaine qui était concentré, c'est-à-dire la plupart des gens qui étaient dans ce programme étaient déjà, ils travaillaient déjà dans des bureaux d'évaluation, de recherche et tout ça. C'était difficile pour se positionner parce que comme dans les programmes d'ingénieurs, il faut finir ses études, après il faut faire 2 ans de stage, il faut trouver un stage pour faire 2 ans, après passer le test hein, pour avoir la certification ou bien la licence d'ingénieur ou bien d'évaluateur. Donc, du coup, mon professeur il m'a influencé là-dessus. Il m'a dit, ce serait mieux que tu te diriges vers les marchés financiers. Voilà comment la première fois, j'entends parler de trading. Et comme la plupart d'entre vous qui vont me suivre, je me suis intéressé à la bourse en ligne, les brokers et tout ça. J'ai commencé à googler, comme on le dit. J'ai commencé à lire, me documenter. Et c'était plus facile pour moi, bien sûr, parce que j'avais déjà une expérience universitaire. Donc, j'abordais des thèmes un peu plus aisément. Je ne partais pas vraiment de zéro. C'est juste que je m'intéressais vraiment au domaine typique. Après ça, je fais des formations aussi bidonnes que d'autres formations avancées, dont la plus avancée était la formation que j'avais faite à Montréal, qui était donnée par une école qu'on appelle IOTAF. D'accord. C'était un programme qui était assez dense parce que dans cette classe, il y avait quand même des gens qui étaient en banque. Il y avait des gens de la Banque de Montréal, il y avait des gens de grosses banques qui étaient là. Et D'accord. c'était des... Donc cette formation, donc si je comprends bien, je résume. Donc tu t'es intéressé à la bourse sur les conseils d'un mentor, d'un professeur que tu as rencontré au cours de tes études. À la suite de quoi, tu as commencé à lire des livres, j'imagine, suivre des webinaires, regarder sur Internet comment ça marche, Mhm. bricoler en fait, hein, excuse-moi le Ouais, terme, au mais un départ, petit peu c'était ouais, le comme bricolage. on Ouais. a tous fait, hein. Et finalement, tu as peut-être suivi deux, trois formations de droite à gauche, mais après, tu as vraiment donc, passé un cap dans ta carrière, on va dire, en suivant cette formation
Donc, comment ça fonctionnait cette formation? C'était une formation qui était. C'est pas une formation universitaire, c'est une formation plutôt Bah, c'était professionnelle. quasiment une formation universitaire parce que c'était un programme qui était d'abord qui a été créé par un, une association de banques, hein, de D'accord, banques, de gestion de fonds, et ils ont mis quelqu'un un de leurs traders qu'ils avaient choisi pour former, qui lui avait d'accord, travaillé pour le fonds de gestion qu'on appelle Revco à d'accord, Londres. d'accord. Donc, c'était un trader à succès. Je crois qu'il avait fait une fortune à peu près de. Il avait gagné à peu près sur les marchés du bons de trésor à peu près de 80 millions de dollars, quelque chose comme ça. D'accord, ah Donc, oui, d'accord. Donc un trader donc à succès qui a monté son école en association avec plusieurs banques et fonds d'investissement au Canada. oui. Et Donc, donc, ok, voilà, il lui envoie comme on dit ici en anglais, des alumni, des étudiants ou des stagiaires d'accord. en banque pour apprendre le métier de trader ou bien de gestionnaire de portefeuille ou de, voilà. Et puis, quand ils sont certifiés, quand ils passent par cette école, maintenant, on les dispatche dans des départements D'accord. de trading. Et la formation, elle durait combien de temps du coup? La formation a duré 6 mois. 6 mois. Donc c'est vraiment c'est pas une formation comme certains ont l'habitude de voir sur Internet où on fait une Non, formation online. C'est vraiment toute une formation de 6 mois. Ok. ouais, Et après du coup, quelle a été ta première ou tes premières expériences professionnelles dans le trading? oui, donc après avoir été formé par ça, bien sûr, je me suis essayé euh, au niveau personnel. D'accord. Comme on dit, boursicoté, j'ai essayé des trucs. J'ai ouvert, j'ai passé 2 ans, d'abord 1 an et demi ou 2 ans en compte démo. Donc, j'ai vraiment pris mon D'accord. temps. Là, je vous parle de 2000, entre 2012 et 2014, hein. Donc, D'accord. je tradais en démo. J'avais un petit compte étudiant que j'avais ouvert à l'époque où j'avais mis, je pense, à peu près 500 dollars, quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'est le même compte qui est là encore aujourd'hui, puisque je n'ai pas D'accord. été. Heureusement pour moi, je ne l'ai pas brûlé. Donc, je tradais et puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et progressivement, parce que j'étais influencé par ce que je voyais sur l'Internet, hein. Je voyais beaucoup d'analyses techniques chartistes, mais ce n'était pas vraiment mon style. Je pensais que c'est ça qui marchait, donc il fallait se forcer. Donc, je connais l'analyse technique, tout ce qui est chartiste et tout ça. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait mieux que je trouve mon propre style. Mon propre style qui est basé sur d'abord mes études, sur mes connaissances que j'avais déjà acquis auparavant. Et il s'est trouvé que je suis plus maintenant, j'ai été plus révélé comme étant quelqu'un qui était spécialiste de tout ce qui est économie macro et puis tout ce qui est aussi quantitatif, donc la gestion de risque, parce que j'ai fait beaucoup quand même de maths. Donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé disons, à appréhender ces questions-là. Et D'accord. en 2015, j'ai été recruté par le fonds Ocram Capital. J'avais postulé là-bas. Ils cherchaient un stagiaire, bon, un junior qui allait peut-être évoluer dans leur bureau. Donc, j'ai su rentrer là-bas comme internship, donc comme stage, où j'ai fait pratiquement presque 1 an, 11 mois à peu près. Et là-bas, j'ai travaillé avec des traders, mais je n'étais pas trader, je faisais de la publication de rapports macroéconomiques. J'avais un D'accord. Donc directeur, analyste donc, du coup. analyste, voilà, analyste macro. Donc, je faisais tout ce qui est décryptage, tout ce qui est donc recherche macro avec des terminaux, des flux d'informations, voilà, à l'époque, voilà, comme Bloomberg, Reuters, Wall Street Journal, ainsi de suite. Donc, je lisais beaucoup. C'est ça qui a justement qui m'a vraiment permis de vraiment d'éclore au niveau du style que je veux faire et qui a posé aussi les bases disons, de mon approche aujourd'hui que j'utilise, ce que j'ai qualifié de l'approche RTA, c'est-à-dire risque, temps et anticipation. Donc, du coup, ça m'a donné une solide compétence. J'ai vu ce que les traders faisaient. J'ai vu des gens perdre de l'argent, beaucoup d'argent. J'ai vu aussi des gens aussi gagner beaucoup d'argent.
comme par exemple un mercredi soir je pense que c'était en novembre, voilà. C'était pendant les minutes de la Fed où j'étais assis à côté d'un trader qui avait gagné devant moi la somme de 1,4 million de dollars US. Hein. Je vais m'en souvenir toute ma vie parce que je transpirais, j'étais... Il me demande, mais qu'est-ce qui se Ah, passe? J'ai dit, non, mais écoute, je n'ai pas l'habitude de voir ce genre de choses. Donc, ouais. mais lui, il était relax. Lui, pour lui, c'était de la routine. Voilà. Donc, ce sont des choses qui m'ont marqué et qui m'ont vraiment montré à quel point c'était important ce que nous faisons, le métier de trader. Beaucoup de gens le banalisent, malheureusement. Ils ne prennent pas au sérieux ce qu'ils font, alors que c'est un métier qui peut changer comme ça votre vie en un coup. Dans les deux sens, hein, ça peut vous détruire comme ça peut changer aussi votre vie. Donc, C'est il vrai. suffit simplement de... Voilà. Donc voilà Alors, un peu. très, très, très belle première expérience, premier Ouais. pied dans l'univers institutionnel, puisque tu as mis un. Donc, tu étais dans cette salle de marché. Alors, on va revenir sur tes débuts en trading, mais tu as déjà répondu en fait hein, à cette question. C'est une question que j'avais préparée, mais tu y as déjà répondu. C'est qu'est-ce qui t'a amené à te passionner pour le trading? Donc, j'ai bien compris que c'était ce mentor, ce professeur qui t'a mis sur la voie du trading. Oui, parce que... Mais après, qu'est-ce qui t'a le plus plu? C'est le côté fondamental macroéconomique qui t'a vraiment Oui, passionné? oui, parce que vous tombez dans un domaine où vous avez déjà des connaissances théoriques. Donc, c'est facile. C'est-à-dire que tu ne réapprends pas tout. Donc, et tu vois que toutes tes notions de base que tu connaissais en économie, en statistique, sont des notions que tu peux même utiliser à bon escient. Donc, c'est ça qui m'a passionné le plus. Après, ce que j'ai trouvé de difficile, parce qu'il y a toujours une difficulté, il y a toujours une adversité que vous rencontrez, ce sont les réflexes que tu développes, les réflexes de particulier, parce que quand tu es seul, tu es un peu, on va dire, exposé à beaucoup de pollution. Tu regardes Bien sûr. souvent des calendriers de marché qui sont gratuits, mais souvent qui ne donnent pas la bonne information, et souvent ils t'amènent à interpréter d'autres choses qui ne sont pas vraies, et ça te conduit à l'erreur. Après, ce qui m'a aussi fatigué, ce sont aussi les groupes de trading, disons, les forums, hein, les forums où on va, bon, pas les forums du type scout en bourse, ça n'a pas, ça c'est un Non, nouveau non, style, il n'y a pas de souci. mais Mais les c'est vrai, forums, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a pas mal de groupes WhatsApp, de groupes voilà, Telegram, voilà, d'autres trucs, les chat rooms, etc. hein, Ouais, ouais. voilà, les chat rooms où là-bas, au lieu de vraiment comprendre ce que nous faisons, c'était des endroits où chacun venait pour vanter sa méthode de trading, tu Hmm, vois. Et je souvent, comprends. ça crée des complexes. C'est-à-dire que tu arrives, quelqu'un, il parle, il fait ses trucs, euh, tu es impressionné et tu te dis que bon, tu es nul et que tu dois changer de méthode et tu dois suivre plutôt sa méthode. Alors que Je comprends. le paradoxe dans l'histoire, c'est que sur les marchés financiers, chacun de nous tous, on a une approche ou une autre. Mais il y a Hmm, une seule approche qui marche, il y a une seule méthode qui marche, c'est d'acheter bas et de vendre haut. ouais. Donc, peu importe ce que tu vas faire, si ta méthode ne te donne pas la possibilité d'acheter, d'avoir un bon prix, parce que c'est ça qu'on traite, on traite des prix, si ta méthode ne te donne pas ça, et ça te donne plutôt l'air de vouloir maîtriser tout, bah, tu seras pas aussi Hmm. bon. Donc, Alors, je t'arrête parce qu'il nous reste plus que 7 minutes et il me reste encore deux questions à te poser. ça marche, oui. Alors, quel est donc ça, on a bien compris ton parcours et franchement, félicitations. C'est déjà un beau parcours qui t'a amené jusqu'à être aujourd'hui l'expert que tu es. Quel est donc du coup ton marché de prédilection? Parce qu'il y a plein de marchés financiers, les actions, les obligations, les matières premières, les crypto-monnaies maintenant. Quel est ton marché de prédilection, celui sur lequel tu es le plus à l'aise et celui sur lequel tu travailles le plus? Bon, actuellement, je travaille sur les matières premières, mais j'ai été formé sur les bons du trésor. C'est là-bas où j'ai D'accord. j'ai été le plus formé, le marché de la dette, de l'intérêt, parce que c'était en lien avec ce que j'ai appris à l'école. Mais je travaille actuellement sur les marchés des matières premières, un marché très spécifique dont personne ne s'intéresse, c'est le marché du bovin, hein, le marché de la viande. J'ai fait aussi du Forex. Beaucoup d'entre vous m'ont connu comme étant un des spécialistes francophones sur la paire USD-CAD. Hein, j'ai fait beaucoup de travaux là-dessus. Et j'ai touché un peu à tout. Mais si vous me demandez où je suis moins bon, certainement sur les indices.
Voilà, D'accord. c'est là où j'ai eu le moins de résultats dans tout ce que j'ai fait. Oh, J'étais pas assez, j'ai pas eu les mêmes résultats sur les indices que j'ai eu sur les matières premières ou sur le Forex. d'accord. Donc, spécialité obligations d'État et matières premières, donc pétrole, or, et même, tu me disais, matières premières agricoles Agricole, oui. comme les viandes bovines. Mais écoute, c'est vrai qu'en Europe, alors je pense qu'aux États-Unis, on a plus l'habitude de traiter les matières premières, peut-être du fait que le Beaucoup. Canada lui-même est un pays qui est très économiquement lié aux productions de matières premières que sont Au le pétrole, pétrole au et gaz l'or naturel et à l'or. Oui. et l'or. Et en Europe, un peu moins, peut-être plus sur les indices, mais bon, ça fait toute ta valeur ajoutée de trader canadien qui est du coup spécialiste sur les matières premières. Alors, on va terminer juste sur une dernière question. Est-ce que tu as peut-être une anecdote à partager avec nous sur ton expérience en trading, enfin une anecdote, quelque chose que tu aurais vécu durant Oui, ces dernières années? oui, ben, j'ai parlé tout à l'heure de l'anecdote sur le trading de news qu'on avait fait sur les minutes du FOMC quand j'étais en salle. C'était une anecdote. J'ai aussi une autre anecdote. Ça, c'était personnellement qui m'est arrivé. Mais elle est plus ou moins, elle est malheureuse. C'était concernant, on va dire, vous savez, les déclarations qui se font souvent. Bon, maintenant, ça a cessé, mais à l'époque, c'était souvent ça, les communiqués concernant le pétrole ou en tout cas le département d'énergie en Arabie Saoudite publiait souvent des informations les dimanches soirs. Et à l'époque, c'était cette question de se retrouver à Doha pour discuter d'un maintien de quotas du pétrole. À l'époque, le pétrole était à $30 le baril. Et puis, moi, j'avais anticipé, malheureusement, que la réunion qui allait se tenir là à Doha n'allait pas donner vraiment de perspective et que les choses allaient se maintenir. Donc, j'étais plutôt dans une position short sur le pétrole. Et finalement, ils ont convenu qu'ils devraient donc geler pratiquement 2 millions de barils de production hebdomadaire. Donc, le pétrole a fait un bond dans la nuit de 20% à la hausse contre moi. Et donc, bon, ce sont des erreurs, ce sont des choses qui Ça, arrivent. c'est des Donc, choses qu'on ne peut pas anticiper ou difficilement anticiper. Donc ça, je pense qu'on a tous connu dans notre vie de trader ce genre c'est ça. de Donc, situation. à 17 heures, je vois mon capital, il est correct, il est là. La position est en attente parce que le marché des dérivés ouvre les dimanches à 18 heures. Je reçois une alerte, une notification sur mon téléphone. À 18 heures, j'ouvre mon téléphone, je vois que je suis à moins 70% de mon capital. Bon. Aïe, 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 aïe. Et quand c'est comme ça, tu es paniqué, tu es gelé, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas s'il faut couper la position, ça fait très mal, ou s'il faut maintenir pour s'assurer que peut-être que ça puisse alléger. Mais si tu prends cette décision, ça peut s'aggraver aussi. Donc, Ouais, c'est tu sais pas difficile, quoi hein. faire en fait. Donc, C'est difficile, c'est voilà difficile. un peu. Je crois qu'on a tous vécu à un moment donné, si on est trader actif, on a tous vécu à un moment donné cette situation malheureusement difficile. Et effectivement, c'est très stressant. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Petite anecdote. En tout cas, François, on arrive à terme de cette interview. Un Oui, grand merci de t'être pris la peine de répondre à nos questions. Certainement que des auditeurs vont aussi poser des questions en commentaire. À ce moment-là, je t'inviterai à répondre en commentaire de la vidéo sur YouTube. Cette vidéo donc, sera postée sur la chaîne YouTube de Marc Raffard, sur le blog également My Trading Forex. Et on aura très certainement l'occasion de te retrouver très bientôt, François, sur Café du Trading. bien sûr, ça va avec plaisir. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, à plus. Au revoir.